Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique, du droit et encore du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de la protection des marques dans le métaverse. Ce sera dans quelques instants avec Vanessa Bouchara, associée fondatrice du cabinet Bouchara. On évoquera ensuite les accidents du travail graves et mortels avec Émilie Méridjen, associée de Sécri Valentin Serrouk. Et enfin, on parlera parité dans les conseils d'administration avec Laurence Vincent, associée au sein du cabinet Herbert Smith Friel. Voilà pour les titres. Lex Insight, c'est parti. On commence tout de suite cette émission et on va parler de la protection des marques dans le métaverse avec mon invitée Vanessa Bouchara, associée fondatrice du cabinet Bouchara Avocat. Vanessa, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, on va voir ensemble les réflexes à acquérir pour protéger sa marque dans le métaverse. Mais tout d'abord, pourquoi lancer sa marque dans le métaverse? Alors, le métaverse, c'est un univers immersif dont on a beaucoup parlé il y a quelques années et qui finalement n'a pas disparu complètement. Donc, métaverse, ça veut dire au-delà de l'univers. Donc, c'est effectivement assez intéressant. On se projette dans un monde différent, dans un monde finalement dans lequel on n'est plus vraiment là où on est et on est déporté quelque part ailleurs avec des gens d'un peu partout. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces expériences immersives sont beaucoup développées et continuent à se développer beaucoup dans les jeux vidéo. Les acteurs D'accord. majeurs, c'est Roblox, Fortnite, Minecraft. Donc tout ça, ça continue et on a aujourd'hui, en 2024, plus de 600 millions d'utilisateurs uniques sur le métaverse. Donc, il y a une grosse communauté. Il y a finalement une grosse communauté qui continue et qui n'a pas cessé avec la fin de la mode du métaverse. Alors, même si c'est pas un sujet d'actualité, on parle toujours du métaverse. On parle toujours du métaverse et ça fait partie toujours des univers qu'on explore et notamment quand on est titulaire de marque, à savoir est-ce que finalement il y a une protection différente à aborder pour tenir compte de ces différents univers immersifs. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, on va s'intéresser aux aspects juridiques. Peut-on déposer sa marque dans le métaverse? Alors le métaverse, c'est un univers immersif, mais qui reste très lié à son territoire de départ. Ce qui veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de territoire lié au métaverse. Il faudra déposer la marque partout où elle est utilisée. Donc D'accord. si la marque est utilisée en France, aux États-Unis et au Japon, il faudra déposer la marque dans ces pays-là. Et si on considère que l'univers immersif lié au métaverse peut être accessible partout, eh bien, dans ce cas-là, il faudra déposer sa marque dans le monde entier. Donc, c'est un vaste sujet et vraiment quelque chose à prendre en compte de manière globale et surtout lié au territoire de départ. Alors, concrètement, comment on fait pour déposer sa marque? Alors concrètement, de manière assez classique finalement, et c'est ça qui est intéressant lorsque le monde évolue, le droit reste avec ses bases classiques. Et donc on dépose sa marque auprès d'un office de marque partout où elle est utilisée dans le monde réel avec des interactions avec ce monde virtuel. D'accord. Et est-ce qu'il y a des classes particulières où il faut Oui, enregistrer ses marques? clairement, il est important de faire évoluer le libellé de ces marques, à savoir ce qu'on couvre par les marques, pour désigner tout ce qui est produits et services virtuels, qui jusque-là étaient moins désignés parce qu'on était plus habitué à des produits ou des services dans le monde réel. Donc tout ce qui est NFT, par exemple, on en a beaucoup parlé, Bien sûr. notamment en classe 41, les jeux virtuels qui sont des jeux interactifs virtuels. Donc ça, il va falloir y penser. Les services de vente au détail de produits virtuels en classe 35. Donc il faut faire évoluer le libellé de sa marque pour que ce libellé corresponde à l'activité réelle qui est exercée sous la marque. Alors, on va se pencher maintenant sur l'optimisation de cette protection que vous venez d'évoquer. Concrètement, comment on peut optimiser la protection de sa marque? Alors, pour optimiser la protection de sa marque, il faut être toujours très attentif à
plusieurs choses. D'abord à son propre univers, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec sa marque. Est-ce que finalement la marque qu'on avait imaginée au départ dans un secteur particulier, est-ce qu'on l'utilise pour autre chose, pour des choses qui sont proches, des choses qui sont D'accord. plus ou moins éloignées, et toujours être dans l'anticipation. Et indépendamment de cela, il faut évidemment s'adapter aux évolutions du monde qui nous entoure Bien sûr. et typiquement se dire que finalement, quand on envisage d'autres exploitations ou d'autres types de développement, typiquement un développement dans le métaverse, on se pose la question de est-ce que notre marque est correctement adaptée à ces nouveaux modes de développement. D'accord. Et en étant vraiment constamment dans l'optimisation, la réflexion autour de la protection, finalement, ça nous permet d'avoir une protection la plus adaptée à l'entreprise concernée. De ce que je comprends, il faut avoir une stratégie globale et essayer de penser le sujet en transversal, c'est ça? Exactement, toujours. Quand on est titulaire de marque, il faut toujours avoir en tête cette stratégie globale, penser en transversal, penser à soi par rapport au monde et à ses évolutions. Et si on fait ça de manière assez régulière, normalement, on devrait être en mesure de se protéger correctement. Alors parfois, on peut aller jusqu'au contentieux, hein, justement, quand quelqu'un a usurpé votre marque. Quelle est la tendance de la jurisprudence sur cette question? Alors, il y a peu de jurisprudence. En France, il y en a pas quasiment. D'accord. On a une jurisprudence dont on a beaucoup tous entendu parler, c'est une jurisprudence aux États-Unis avec Hermès qui a engagé une procédure contre quelqu'un qui avait créé des NFT avec des Birkin. Et donc, D'accord. finalement, Hermès a eu gain de cause aux États-Unis dans le cadre de cette procédure, nonobstant le fait qu'il s'agissait d'un univers virtuel et nonobstant aussi le fait qu'il s'agissait d'une prétendue utilisation dans un cadre artistique. Donc, c'est assez intéressant, mais les outils actuels nous permettent d'engager des actions dans le cadre d'atteintes qui seraient commises dans le métaverse. D'accord. Et pourquoi il y a peu d'actions aujourd'hui, selon vous? Est-ce que vous avez des explications? Alors, parce que les actions restent très territoriales, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte en France, on engage une action en France, on doit Bien sûr. justifier que cet univers est accessible depuis la France, et dans ce cadre-là, on engage une action en France. Le métaverse se développe beaucoup dans le secteur des jeux vidéo. Peut-être il y a eu une sorte d'élan au départ sur des marques qui voulaient faire connaître leur univers de marque, leur ADN de marque dans le cadre d'expositions, d'événements. Il y avait même une Fashion Week sur le métaverse. Et donc finalement, on est resté au stade de la présentation D'accord. en dehors des jeux vidéo et un peu moins au stade des potentielles atteintes, sauf le cas particulier dont je parlais tout à l'heure. Donc après, tout ça va être amené à évoluer et évidemment, comme dans le monde réel, le monde le monde réel, le monde digital, le monde virtuel, tout ça, en fait, ça va faire partie d'une stratégie globale de sécurisation des actifs de propriété intellectuelle par les marques et aussi de lutte efficace contre la contrefaçon par les marques. Donc c'est un seul et même ensemble. Est-ce que ça veut dire que les entreprises doivent adapter leur stratégie par rapport justement à ces mondes virtuels et vraiment avoir une stratégie globale et pas uniquement que sur le réel? Alors, d'un point de vue économique, oui, bien sûr, il faut s'adapter. Du point de vue du droit, quand on réfléchit à sa protection, il est important d'anticiper les différents volets de développement. Et évidemment, dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon, il faut tenir compte de l'ensemble des biais de communication avec le public. Et donc, on a la communication dans le monde réel, la communication en ligne, la communication sur les réseaux sociaux, la communication dans le métaverse. Donc, tout ça, ça fait partie d'une stratégie globale, cohérente. L'un doit répondre à l'autre pour être plus efficace et pour être aussi plus cohérent vis-à-vis de son client final. Pour finir, pour vous, le cadre juridique est adapté à tous ces environnements? À mon sens, oui, il est adapté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a de toute façon un législateur qui travaille à renforcer la protection et à l'adapter quand ça doit être nécessaire. Mais on a des outils pour lutter efficacement contre les atteintes aux marques, quel que soit le type d'atteinte. On va conclure là-dessus. Merci Vanessa Bouchara. Je rappelle que vous êtes associée fondatrice du cabinet Bouchara. Merci à vous de m'avoir invitée. Tout de suite, on continue. On va parler accident du travail grave et mortel.
On poursuit l'émission, on va parler des accidents graves et mortels avec mon invité, Émilie Mary-James, associée chez Secri Valentin Zerouk. Alors, on va parler d'un sujet qui est préoccupant, les accidents graves et mortels en entreprise. Quels sont les réflexes à aborder? Quelle stratégie à avoir dans un moment qui est compliqué, qui peut être perturbant pour la vie de l'entreprise? Mais tout d'abord, quelle est l'ampleur de ce phénomène? Alors c'est un phénomène, qui est, assez développé malheureusement. On constate une stabilité autour de 600 000 accidents de travail par an en France, dont environ 700 qui sont mortels. Donc ça veut dire que 2 par jour 2 de nos concitoyens meurent chaque jour d'un accident du travail. Donc c'est extrêmement, important comme, phénomène. C'est D'ailleurs, je crois que le ministère a fait une campagne de prévention sur la sécurité au travail. Tout à fait, c'est un sujet qui est, pris vraiment en main par les pouvoirs publics pour essayer de diminuer ces statistiques extrêmement, dommageables, avec en plus des publics, plus particulièrement touchés malheureusement, que sont les jeunes, les intérimaires, et puis certains, secteurs d'activité, où, assez naturellement on a une accidentologie pardon, plus forte, comme, l'industrie, le BTP, les transports routiers. Alors pourquoi, malgré, les chiffres que vous avez rappelés, c'est un sujet qui est encore sous-estimé? Alors, je crois qu'il y a un espèce de voile pudique, qui est posé sur, ce sujet avec un certain nombre d'idées reçues comme, «Ça n'arrive qu'aux autres», «Non, non, mais notre organisation, elle n'est pas si dangereuse que ça» et puis «On est bon en termes de sécurité, on fait vraiment ce qu'il faut» et puis d'une manière, assez pragmatique, dans les entreprises, il y a toujours plus urgent à faire que de se poser et de repenser la sécurité. Donc ces facteurs-là, que l'on retrouve très souvent, font un peu obstacle à ce que, les procédures évoluent et s'adaptent, alors même que, c'est une obligation légale, que d'avoir une politique de prévention et de sécurité absolument à jour. Et c'est peut-être aussi le fait qu'on a l'impression que ça arrive qu'aux autres et on n'est peut-être pas assez préparé par rapport à ces phénomènes qui sont, brutaux et Exactement, je crois que c'est pas dans, la perception consciente des entreprises qu'un de leurs collègues puisse, décéder sur le lieu du travail. C'est vraiment, une espèce de déni en réalité d'une réalité qui fait que quand l'accident se produit, il y a une espèce de sidération, d'où la nécessité, que je promeus d'être préparé en amont et véritablement de mettre en place, une procédure de gestion de crise en espérant n'avoir jamais à s'en servir bien sûr. naturellement, mais qu'au cas où le pire survienne, on soit préparé pour gérer de manière professionnelle et un tout petit peu distancé par rapport aux émotions. Alors comment justement mettre en place un processus de gestion de crise? Alors, pour moi, ça nécessite, plusieurs choses, mais déjà de l'anticipation et anticiper, c'est déjà prévenir dans le sens où, quand on va regarder à froid et en dehors de tout, accident tragique, la politique de sécurité et de prévention dans l'entreprise, ça va nous permettre éventuellement de mettre en lumière des écarts, qu'on n'aurait pas vus au préalable entre, l'existant et les risques, encourus. Après, l'autre, avantage de cela, c'est que ça permet d'avoir de manière rationnelle une préparation d'une procédure, c'est extrêmement froid et voilà, mais qui permet de passer en revue toutes, les obligations et toutes les étapes au travers Bien desquelles on va sûr. devoir passer si un accident se produit et de manière raisonnée. Alors je suis pas du tout psychologue, mais quand un tel choc se produit, on perd le nord en Bien réalité, sûr, on c'est connaît même plus traumatisant. le numéro de la police en fait. Donc avoir une fiche dédiée, avoir des interlocuteurs préparés. Moi je recommande toujours de mettre en place une cellule de crise, c'est-à-dire d'identifier les interlocuteurs et les ressources Bien que sûr. l'on devrait actionner en cas d'accident et que chacun connaisse son job. Voilà, donc c'est entre guillemets «très simple», mais on mécaniquement, si un accident se produit Ça permet d'actionner les bons leviers, d'avoir les bons exactement. interlocuteurs. Exactement et puis cette préparation permet aussi à froid, là encore, de, poser des questions très pratiques, mais qui sont extrêmement importantes au moment d'un accident, notamment quand, la personne est gravement blessée, mais pas Bien décédée, parce sûr, que ça veut dire qu'il y a une chance, de la sauver. C'est d'avoir, par exemple, la liste des questions indispensables, que les premiers secours vont poser au téléphone, bien sûr. pour pouvoir renseigner au mieux sur quel secours doit, intervenir et cetera, donner à chacun, en gros, les moyens d'adopter des réflexes optimaux,
le moment venu et en mettant le plus possible de côté l'aspect choc émotionnel. Alors, adopter des réflexes optimaux, c'est quoi les bons réflexes? Alors, les bons réflexes, ça va être effectivement d'avoir, une préparation, des questions qu'il faut noter avant d'appeler les secours. Ça va être d'avoir une personne identifiée dans l'entreprise qui va être capable de mettre la victime en sécurité quand elle n'est pas Bien sûr. décédée, évidemment. Ça va être, par exemple, de prendre immédiatement des photos et de collecter les premières informations et les premiers témoignages qui vont permettre d'éclairer sur les circonstances de l'accident et qui peuvent être vitaux pour la victime, si son état est vraiment grave. Et puis ensuite, ça va être des réflexes beaucoup plus administratifs et juridiques. C'est toujours un peu cynique de parler de ça dans ce genre de situation, mais que doit-on faire légalement? Bien sûr. Appeler évidemment les secours, mais aussi appeler l'inspection du travail, appeler, le cas échéant, la préfecture, appeler la, direction, départementale du travail, la CPAM, déclarer l'accident. Enfin, voilà, il y a tout un tas, de formalités auxquelles on va pas forcément penser Bien quand on a sûr. quelqu'un qui vient d'avoir un accident très grave et qui sont pourtant essentielles à la fois pour, une excellente prise en charge de la victime et de l'accident, mais aussi pour préserver au mieux les droits de l'entreprise parce que c'est un des enjeux, au-delà des Bien enjeux sûr. humains, dans ce type de situation. Alors, vous l'avez dit au cours de cette interview, ce qui est important aussi, c'est la prévention. Oui. Alors, comment se préparer à ce type d'événement? Alors, la prévention, elle est très, documentée dans le code du travail notamment. C'est une obligation majeure pour l'entreprise, que ce soit la santé physique, comme la santé mentale. Alors là, on parle d'accident mortel du travail, il est rare qu'on meure d'un choc psychologique, donc ça Bien sûr. s'adresse plutôt, aux entreprises industrielles ou à risque, comme je l'ai dit, tout à l'heure. Donc ça va être naturellement de satisfaire à toutes ces obligations, c'est-à-dire mettre à jour mais de manière, intelligente et non pas mécanique, le, document unique d'évaluation des risques professionnels. Il ne s'agit pas simplement d'une formalité administrative, une case à cocher pour être, OK si l'inspection du travail vient faire un contrôle. Il s'agit de se mettre, de bonne foi, et avec l'esprit ouvert dans la situation d'aller explorer toutes les zones de l'entreprise qui peuvent être génératrices de risques, D'accord. de les, quadriller et de voir quelles sont les mesures de protection qu'on peut mettre en face, pour s'assurer de la santé et de la sécurité de nos salariés. Donc c'est vraiment une démarche, non pas technique et administrative, mais une démarche d'ouverture et puis même très souvent pour accompagner beaucoup d'entreprises dans ces situations, les accidents arrivent dans, des angles morts. C'est-à-dire jamais personne n'aurait pu penser que ce type d'accident se produirait. Donc il faut faire preuve de curiosité, une curiosité un peu morbide, mais de curiosité. Et si l'impossible se produisait, comment on peut s'en prémunir? D'accord. Ça veut dire aussi former le personnel, certains types de personnel qui vont Alors être en contact justement, peut-être avec les secours, hein, quand la personne n'est pas décédée ou tout à fait, c'est indispensable et ça fait partie des obligations de l'employeur. C'est indispensable de les former pour les outiller, encore une fois de manière objective et que, ces éléments, tangibles puissent prendre le dessus sur, l'aspect émotionnel en cas d'accident et donc la formation aux premiers secours, la formation aux procédures, de prévention et de sécurité dans l'entreprise, la formation à l'activation de cette cellule de crise, c'est-à-dire éventuellement faire des, mises en situation, des jeux de rôle au cours, par exemple, la journée annuelle de la prévention et de la sécurité qui se tient d'accord. tous les ans en entreprise. Tout ça, ce sont des démarches qui permettent de prévenir éventuellement, les accidents. On va conclure là-dessus. Merci Émilie Méridienne. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet S'écrit Valentin Zérouk. Merci Arnaud. Tout de suite, votre émission continue. On va parler parité dans les conseils d'administration. On va parler parité dans les conseils d'administration avec mon invité Laurence Vincent, associée au cabinet Herbert Smith Freehill. Laurence, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va parler d'un sujet dont on parle beaucoup ces dernières années, parité dans les conseils d'administration des entreprises. Et on en reparle de nouveau parce qu'il y a une ordonnance qui vient d'être publiée. Qui est concerné par cette ordonnance qui transpose la directive Women on Boards? Alors cette ordonnance de transposition, elle reprend les sociétés qui sont visées par la directive elle-même, donc les sociétés cotées qui atteignent un certain seuil, D'accord. mais elle va au-delà.
C'est-à-dire qu'en France, on avait déjà la loi Copé-Zimmermann depuis 2011. Et l'ordonnance utilise la faculté qui est donnée par la directive de maintenir un régime favorable afin de garantir cette mixité. Et donc, elle va au-delà de la directive puisqu'elle couvre aussi les sociétés non cotées qui atteignent ces seuils. D'accord. Donc, on a un champ élargi rendu possible par cette ordonnance. Pourquoi on a une explication à ce champ élargi, selon vous? Eh bien, certainement pour pouvoir maintenir le régime en vigueur et ne pas modifier la totalité de ce qui s'applique en France depuis 2011 et garantir donc cette mixité sur les deux fronts, sur les sociétés qui sont visées expressément par la directive, les sociétés cotées d'un certain seuil, mais aussi les sociétés non cotées. Donc, on voit que la France, vous l'avez rappelé, avec la loi Copé-Zimmermann, a été pionnière en la matière sur cette question de la parité. Comment les entreprises peuvent-elles se préparer à ces changements et justement à cette impulsion qui est donnée pour favoriser la parité dans les conseils d'administration? Alors, vous l'avez dit, la France est pionnière et avec l'impulsion de la loi Copé-Zimmermann, on est devenus très bons élèves. Aujourd'hui, en termes de mixité, on est à plus de 46% dans les sociétés du CAC 40 et dans les sociétés du SBF 120. Donc, c'est un score tout à fait honorable au regard des quotas qui sont imposés par la directive. Et pour autant, cette directive et cette ordonnance de transposition va remettre un petit peu les choses en perspective, puisque l'une des modifications majeures de cette directive transposée, c'est la façon de calculer ce quota, puisque la directive impose d'intégrer les administrateurs représentant les salariés et les administrateurs représentant les salariés actionnaires dans la base de calcul. Alors en pratique, comment ça va se passer? On va avoir deux collèges. Un collège des administrateurs de droit commun qui sont nommés à l'Assemblée générale et qui vont inclure dorénavant les administrateurs représentant les salariés actionnaires, et un second collège qui doit lui-même aussi atteindre ce quota, composé uniquement des administrateurs représentant les salariés. D'accord. Donc, on voit qu'un champ vraiment élargi donc, de cette ordonnance. Et les entreprises, comment elles vont relever ce défi justement de la parité, selon vous? Alors, ça va pas être évident, parce qu'on a l'impression d'être bon élève et en même temps les règles du jeu changent. Et on est en attente du décret d'application de cette ordonnance qui est en cours de revue par la chancellerie et sur lesquelles on porte beaucoup d'espoir parce que l'ordonnance ne dit pas tout et elle ne dit pas non plus comment, quelles sont les modalités finalement d'application de ces calculs de quotas au regard de chacun de ces collèges. Et c'est pas évident de le mettre en place parce que les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés du deuxième collège sont différentes, leur sont propres. Donc le décret sera intéressant. Et en termes de délai de transposition, les sociétés visées par la directive, elles doivent être en conformité avec cette nouvelle réglementation à compter du 30 juin 2026. D'accord. Donc finalement, il va falloir faire une analyse au cas par cas. Bien sûr. Regarder les statuts, voir s'il y a des modifications à faire lors des AG 2025 pour pouvoir être en mesure d'être en conformité au 30 juin 2026. D'accord. Et pour les sociétés qui ne sont pas visées par l'ordonnance, mais qui sont par la directive, mais qui sont rattrapées par l'ordonnance, elles ont jusqu'au 1er janvier 2027 pour se mettre en conformité. Donc, il y a le temps, mais pas tant que ça, pas en tant définitive. Que ça, non. Donc, anticiper, ce que vous recommandez, c'est quand même anticiper justement ces changements? Exactement. C'est maintenant de faire l'analyse à la fois des textes à apparaître, le décret, et de la situation propre à l'entreprise, pour voir les changements à apporter dans les statuts, mais aussi au regard du plan de succession qui est prévu pour les administrateurs, pour pouvoir être en conformité au 30 juin 2026. Alors, un point important aussi, c'est la question des sanctions. On sait qu'il n'y a pas de règles sans sanctions, sinon ça ne s'applique pas. Alors, quelles sont les sanctions qui sont prévues? Alors, a priori, il n'y a pas de nouvelles sanctions qui proviendraient de l'ordonnance de transposition. D'accord. Donc, on est toujours sur les sanctions que l'on connaît. Donc, d'une part, la nullité des nominations
lorsque la société n'est pas conforme et lorsque cette nomination ne vient pas régulariser la situation. D'accord. Et l'autre sanction, c'est la suspension de la rémunération des membres du conseil. Oui, Donc donc la c'est des suspension sanctions des qui jetons, sont importantes. qui ne sont pas neutres. Oui, oui. Donc, et puis, on parle de rémunérations qui sont quand même qui peuvent être importantes. Autre point intéressant, c'est justement dans ce mouvement, comment les entreprises doivent appréhender tous ces changements. Ça va extrêmement vite, on leur demande toujours de plus en plus. Quelles sont vos recommandations en la matière? C'est compliqué, il faut anticiper la préparation des assemblées générales, l'assemblée 2025, l'assemblée 2026 qui interviendra avant le 30 juin 2026, et essayer d'anticiper pour être en mesure à la fois d'analyser les textes qui ne sont pas forcément simples et qui ne sont pas toujours complets, et les mettre en pratique en interne. Pour terminer, peut-être une vue d'ensemble de ce qui se passe en Europe. On a rappelé tous les deux que la France était pionnière en la matière. Est-ce que la France est toujours dans le peloton de tête sur ce sujet? À ma connaissance, oui. Mais encore une fois, on est sur le peloton de tête sur la base d'une réglementation Copé-Zimmermann qui va changer et dont les modalités de calcul vont changer. Donc, il y aura un effort d'harmonisation européen. Et ça implique quand même, on pensait que la France serait épargnée et que notre pôle position nous permettrait de maintenir notre situation, mais il va falloir quand même revoir un petit peu tout ça. D'accord, soyons vigilants et proactifs sur cette question, continuons de justement d'être pionniers sur ce sujet, d'être en avance. Pour finir, comment vous voyez l'évolution de cette question? Est-ce que demain on parlera encore de cette question de la parité ou on va y arriver finalement? On a pu voir avec, nous on a le bénéfice de l'expérience avec Copé-Zimmermann que force est de constater que ça fonctionne. Ça fonctionne et ça fonctionne plutôt bien, puisqu'on est au-delà du seuil de 40% sur la base du calcul actuel. Donc il y a bon espoir de se dire qu'on y sera aussi. Mais aujourd'hui, les modalités pratiques sont encore un peu floues. On va conclure là-dessus. Merci Laurence Vincent d'être venue sur notre plateau. Merci. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Herbert Smith Friel. Merci beaucoup. C'est le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change pour un nouveau numéro de Lex Inside.